Disons-nous les choses une nouvelle fois avec M. Bolewa, mais une première fois avec M. Pala. Comment allez-vous? Très bien, et merci de l'accueil que tu nous fais. L'homme fort, qu'est-ce que ça te fait d'être le nègre de M. Bolewa? Quitte à être un nègre, vaut mieux être un nègre. Mais n'est-ce pas scandaleux que ce terme ait été retiré il n'y a pas si longtemps carrément? Bien sûr, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais ça te montre... En fait, la langue française, ce mot-là te montre à quel point la langue française a été violente avec nous. En fait. Et tu dois attendre printemps 2018 pour que ce soit retiré. Mais il y a toujours des gens qui l'emploient en fait. Et vous avez une manière décomplexée de parler de votre vécu tous les deux. Tout à l'heure, vous avez parlé de choses assez tragiques, mais de manière décomplexée et carrément avec de l'humour. Comment vous faites? Dites-nous. Parce que vous avez parlé de choses graves quand même, tu vois. Vous parlez de choses personnelles. Par exemple, à un moment donné, tu as dit oui, voilà, ton papa, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire et ta maman lui a reproché de... Vas-y, on voulait percer, comment ça, tu nous laisses au Mali, quoi, tu vois. En vrai, j'ai passé la moitié de ma vie à pleurer parce que mon daron n'était pas là. Et à un moment, en fait, c'est ce qui tue pas rend plus fort, tu vois. Et t'avances et tu continues. Et en vrai, je sais que je suis entouré de gens qui ont aussi leurs galères. Et le but, c'est pas de pleurer devant eux. Mais si j'ai envie de pleurer, je le fais. Si j'ai envie de rire, je ris, tu vois. Et je sais pas, le rire, c'est une bonne thérapie. Ah, mais exactement. Mais ça permet de faire passer plein de messages. Parce que là, il y a plein de messages qui sont passés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à, à dédramatiser des situations qui sont dramatiques, mais qui passent mieux avec le rire. Puis je pense aussi c'est parce qu'on est arrivé à un moment de nos vies où on a fait la paix entre guillemets avec notre passé, tu vois. On sait d'où on vient, on sait qui on est, on sait, tu vois, et qu'à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'utiliser d'autres moyens, mais c'est cette paix en fait qui nous permet d'avancer. Ouais, en tout cas, pour ma part, j'atteste que, messieurs, vous êtes bien trouvés car vous êtes brillants. Merci. Je connaissais Bolewa un petit peu avant. Bah là, moi, je te suis depuis l'époque du Bondi Blog, tout ça. Tu vois 2013, ça commence à remonter. Clairement, je regardais le Bondi Blog pour toi et pour d'autres mecs encore. Toi, je disais, mais lui, là, il est tout le chaud. Ah, bah, ça me touche, merci. Il n'y avait pas beaucoup de Renoir. Je regarde, je vois le nom, je vois Fofana. En plus, ma mère est une Fofana, tu vois. Donc j'ai regardé, j'ai dit, non, je regarde là-bas là. Et maintenant, le truc, c'est que le jour où Christian Taubira est passé quand même, j'avoue, tu as été intelligent, mais non. Notre tantine, là, tu l'as tapé trop fort. Je comprends. Et en vrai, c'était même pas pour de la méchanceté, c'était juste une grande frustration. Pas qu'il s'est montré par la suite, faut pas oublier, on fait cette interview et 2 ans après, il démissionne du gouvernement parce qu'en fait, ils veulent mettre en place la déchéance de la nationalité pour les binationaux, donc nous. Et elle prend son vélo et elle se casse. Et la seule question que je lui avais posée, c'est combien de temps elle va continuer à avaler des couleuvres, alors que c'est notre daronne, c'est une guerrière et c'est une source d'inspiration pour nous. Et elle-même, elle a vu qu'il y avait un point où elle ne pouvait plus aller et elle est partie d'elle-même. Et c'était plus un fan déçu qui ne comprenait pas en fait, tu vois. Et je ne me voyais pas faire le mec consensuel alors que j'avais cette question au fond de moi à lui poser, c'est en fait comment t'es un aigle et tu voles avec des pigeons en fait tout le temps. C'était ça ma frustration, c'était pas attaquer pour attaquer. Mais non mais on a vu ça, toute mère. Tu t'es attaqué à quelqu'un qui sait très bien se défendre aussi. Ah bah elle m'a tué. Elle a crié Fofana fort pour dire fais pas le malin, t'as un blast tricard. Tu vois, donc t'inquiète pas qu'elle se défend. Tu vois. Et du coup, tu travailles à Libération aujourd'hui. Ouais. Et à Libération, tout à l'heure tu l'as dit, tu es le seul noir. Bolewa, qu'en penses-tu du fait que M. Pala soit le seul noir dans un aussi grand média et en 2019? Bah, tu sais, quand moi j'ai été le seul noir en sciences politiques, dans un Master 2 en 2015, je me dis franchement c'est normal qu'il soit le seul noir dans ça, parce qu'en fait
nos trajectoires, elles sont complètement détruites dès le point de départ en fait. Et que en fait ils nous traitent de communautaires quand nous on écrit un livre entre nous deux, mais par contre eux se rendent pas compte de leur communautarisme parce qu'ils sont l'universel. Et donc en fait avec cette mentalité de pensée, même la gauche, parce que Libé, il ne faut pas se cacher, hein, il se revendique de la gauche. Et même la gauche est raciste. Et ça, c'est une construction, mais dans laquelle ils ne veulent pas mettre le nez dedans. Et je pense que ce qui est vrai, c'est que d'avoir un frérot là-dedans, c'est qu'il voit tous les travers, et que derrière, il acquiert tellement de compétences dans l'altérité que derrière, quand il bosse avec un mec comme moi, ça fait un best-seller. Inch'Allah. Toi, M. Bala, dans ta position, que constates-tu? Dans ma position, c'est qu'en fait, je suis rentré dans un quotidien national, tu vois. C'est un truc de ouf, parce que en fait, je suis un fils d'analphabète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écris des trucs que ma mère ne peut pas lire, en fait. C'est ça ma vie. Et mais je sais que l'argument qu'on me dit, c'est en fait, on reçoit pas de CV. On veut bien, mais on reçoit pas de CV. Tu vois. Mais la réalité, c'est que moi, je suis venu à Libé parce que il y avait un chef qui en avait marre en fait d'être dans une rédaction essentiellement blanche et qui a été me chercher. J'ai pas envoyé de CV. Et donc, ce mec-là, il a fait preuve de volontarisme pour que je vienne. Tu vois. Et avant de partir, maintenant il est parti. Et du coup c'est une autre direction. Mais ça reste des choix en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table pour dire c'est pas possible. Et ça, c'est pas un réflexe. Parce que du coup, il y a aussi le truc pervers, c'est que comme tu vois personne qui te ressemble, tu poses ton pas. Tu vois. Parce que moi, j'avais vu qu'il n'y avait pas de Nord à Libé. C'est vrai que j'ai pas postulé. Et on a été me chercher. Mais du coup, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que ça crée un cercle vicieux. Comme tu vois personne, tu dis c'est pas pour toi, et eux disent bah non, on reçoit pas ton CV. Mais est-ce que tu arrives à influencer le traitement de l'information? C'est-à-dire qu'on sait qu'Harry Roselmack était là et est là pour de la représentation, mais le traitement de l'information de TF1, enfin du journal de TF1 n'a pas changé. Tu entends sa voix, tu as l'impression que c'est un blanc qui parle, tu vois. Même si tu as vu, j'ai une bonne opinion d'Harry Roselmack, hein. C'est-à-dire que je sais ce qu'il fait derrière et je sais qu'il est compétent, tu vois. Nous le savons tous. Tu vois. Est-ce que toi tu arrives à influencer un peu ce changement de traitement ou... En fait, l'influence c'est parce que tu fais toi en fait. Tu vois, c'est tes articles, c'est ce que tu fais à côté de du travail, c'est-à-dire écrire un livre, monter une asso, faire venir des jeunes de quartier aussi dans la rédaction. En fait, tu essayes d'apporter le changement que tu veux voir, tu vois, mais à ton niveau. Après, influencer, j'ai pas un poste à responsabilité, tu vois. Je dépends que de ce que j'écris et des actions que je peux mener à côté pour éduquer la jeunesse aux médias, tu vois. Mais mon influence, humblement, elle s'arrête là. Nous, si on n'avait pas eu Bala, par exemple, un des premiers articles qu'on a pu avoir pour notre projet Recréation, sans qu'il y ait le livre, que le livre sorte, c'est parce que Bala était à Libé et qu'il pouvait proposer ce projet. On avait une campagne de crowdfunding et il pouvait proposer ça parce que d'autres aussi allaient le faire, mais voilà, on n'aurait jamais eu Libé, ça fait un carton sur leur page, tu vois, comme quoi nos sujets intéressent les gens, mais vu que eux, c'est pas des Balas, et ben ils vont pas écrire où tu vois, et ils ne connaissent pas d'autres gens qui font ça. Donc du coup, ben forcément nos sujets ne sortent pas. Alors que quand on a un frère comme Bala qui est à l'intérieur, qui peut proposer ça, et qu'il le poste, et ça fait un carton derrière, on dit bah vous voyez. Et donc comme il dit, il peut influencer que par les actes que lui il pose en fait, mais par la sensibilité que lui il a et que eux n'ont pas. Mais voilà, selon toi, faut-il intégrer des médias mainstream pour essayer de les changer de l'intérieur, ou faut-il créer des médias indépendants qui travailleraient avec des médias mainstream pour créer une nouvelle vision de l'information, on va dire?
pour moi, il faut tout faire. Et il faut que tout le monde fasse tout. C'est-à-dire que moi, je suis rentré par un média. Moi, je suis rentré par le Bondi Blog, après j'ai fini à TF1 et Libération. Et la réalité, c'est que j'aurais kiffé être un mec du Bondi Blog en CDI. Mais la réalité de ce truc-là, c'est que c'est une asso. Il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas de quoi salarier des gens, tu vois. Mais ça a été mon Clairefontaine à moi, c'était mon centre de formation. Et en fait, moi je crois au challenge. C'est-à-dire que si toi, tu es un journaliste à l'intérieur d'une rédaction, mais que dehors, tu es bousculé par un nouveau média qui fait des trucs de ouf, bah, c'est de la bombe en fait. Parce que toi, tu vas te nourrir de l'autre média et ainsi de suite. Et moi, je pense pas qu'il faut opposer. Il faut que tu aies des gens qui créent leurs médias. Il faut que des gens rentrent dans des médias et en fait c'est comment tu rends banal de parler de ce livre et d'autres sujets en fait. Et on a bien vu qu'en fait il faut saturer les ondes. C'est comme si aujourd'hui tu disais à un rappeur est-ce qu'il faut être signé en major? Il faut tout faire. Tu vois, il faut être indé, il faut être en major. Et on est assez nombreux pour tout faire. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et aussi être capable de rentrer, sortir, revenir quand tu veux en fait. Mais toi, ce qui est fort avec vous deux, c'est que vous êtes, comment dire, comme je l'ai dit, vous êtes brillants. Vous êtes en mode ghetto aussi, parce que j'entends parler dans votre sémantique là. Ouais, le Tchex, attends, essayer de faire rentrer des mecs du Tchex, tout ça là, tu vois. Et la question que je voudrais vous poser, c'est tout à l'heure, tu parlais de la situation un petit peu des quartiers ou même des minorités en France. Tu parlais du fait qu'il faut comprendre le pourquoi du comment on est les uns sur les autres, et tu parlais aussi ça parlait de la situation des quartiers en vérité, tu vois. Et moi je sais que tu parlais aussi de la tour d'un bâtiment que tu appelais la tour Bamako, quelque chose comme ça, c'est ça. Voilà, au Muro. Tu parlais de ça. Et nous à Grigny en fait, il y a Manuel Valls qui était sur l'Essonne à un moment donné, que tu connais très bien, qui à un moment donné a parlé d'apartheid territorial. Parce qu'il faut savoir qu'à Grigny il y a des quartiers où carrément il y a un quartier dans lequel moi j'ai grandi, c'est le quartier des Antillais. Il y a un quartier, c'est le quartier des Portugais, un autre quartier celui des Laotiens, et ainsi de suite. Selon vous, après t'as vu c'est une question bête que je pose, mais selon vous, tout ceci est-ce une volonté de maintenir on va dire ces minorités-là pour éventuellement toucher des subventions, toutes ces choses-là, parce que je sais que là toi tu es très empreint de politique, et d'ailleurs Benoît toi aussi, et vous connaissez un peu tous ces rouages-là. Et selon vous, la situation des quartiers est-elle vouée à s'améliorer quand on sait que quand on a un certain taux de précarité, un certain taux de délinquance, on touche des subventions? En fait, c'est clairement un business pour certains. Il y a des maires qui sont là et c'est de la bombe d'être en zone urbaine sensible, d'être en ZUP, etc. Mais même pour eux, à la finale, c'est un truc très épuisant. Et en fait, tu flingues des vies, en fait. Tu vois. Et moi, c'est les vies qui m'intéressent. Est-ce que tu veux faire ton beurre en flinguant des vies? Est-ce que tu veux faire ton beurre en mettant de la lumière sur des gens et leur donnant des moyens de s'émanciper en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu le nombre qu'on est, vu le fait que beaucoup de gens commencent à être dans les classes moyennes supérieures et qui viennent des quartiers, beaucoup d'élus ont la crainte et niquent des mouvements, des associations de leur ville parce qu'ils disent attention, eux ils sont trop chauds, ils vont venir par prendre la mairie. Mais maintenant, on arrive dans une phase où les gens revendiquent vachement, sont prêts à s'organiser, mais après tout le taf, ce sera de ne pas reproduire les mêmes erreurs que les gens qu'on dénonce. Monsieur Benoît, ta vision, ton avis? Non mais ouais, c'est ce que pour moi, c'est ce que Bala dit. Après, moi ce qui m'intéresse c'est les vies. Et les vies comme Bala, c'est compliqué parce que tu vois, chez nous il y a des coins où tu arrives où il y a que des Congolais, tu vois. Et je rajouterais que dans ces bâtiments dans lesquels on met que des Congolais ou que des Maliens, ci et ça, tu vois des mamans qui depuis 30 ans sont là. Et elles ne veulent pas partir. Ne te parlent que le Soninké ou le Bambara. Et des hommes politiques ou des gens qui ne sont pas avertis vont reprocher à ces femmes-là de ne pas pouvoir parler le français, comme si c'était une volonté de ces populations-là d'avoir été, comment dire, parquées, quoi. C'est ça, c'est que d'un côté elles sont parquées, mais de l'autre côté en même temps,
frère, moi qui ai vécu quand t'es isolé, tu vois, de tes gens, ça crée un trouble énorme aussi de l'autre côté, tu vois. Et du coup, moi je comprends aussi ces mamans qui vont parler que le gars, que le soninké ou que le bambara, parce que d'un côté c'est un moyen de sécurité, tu arrives dans un endroit où tu es en minorité. Tu passes d'un endroit où tu es en majorité à un endroit où tu es en minorité. Alors eux, ils le font exprès, mais de l'autre côté, mine de rien, toi tu sais que ça te fait une protection aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est pervers en fait ce système. C'est que de l'autre côté, bah, pour nos mamans, c'est ce qui leur a permis certaines de tenir. Parce que elles sont isolées dans un pays où il fait froid, elles ne parlent pas la langue, les gens ont une autre culture. Tu vois, il y a tout un tas de trucs qui sont là, des facteurs qu'elles ne maîtrisent pas et qu'elles ne comprennent pas, des codes qu'elles n'ont pas. Et ça, bah, le fait d'être ensemble avec d'autres qui partagent ces mêmes codes culturels, et ben ça leur permet de pouvoir tenir et, comme disait Bala, de s'invisibilité pour que leurs petits puissent, eux, faire le taf qu'elles ne peuvent pas faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour nous de sortir du quartier, mais comme disait Bala, de pouvoir y rentrer, sortir, pour que, en fait, ça soit à nous de faire le taf, en fait. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment qui m'a un petit peu fait mal. Elle dit « Nos parents ont sacrifié leurs rêves afin que leurs enfants puissent réaliser les leurs. » Qu'en pensez-vous? Bah, pour moi, c'est l'histoire de nos vies, tu vois. Moi, je pense que... Plus de la c'est ça, tu vois. Voilà, après, cette phrase-là, il manque une fin, tu vois. C'est que, ok, ils ont sacrifié leur vie et leur rêve pour qu'on réalise les nôtres, mais c'est aussi pour qu'on réalise les leurs, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, le projet de ma mère, toujours été d'avoir une villa au Mali. C'est ces gosses qui ont contribué, tu vois. Et parce qu'elle nous a mis des tartes et que tout le monde s'est dit, on a nos différents, mais le truc qui nous met d'accord, c'est de construire cette villa-là, parce que c'est le rêve de la daronne, et qu'on sait ce qu'on lui doit. Et donc, du coup, c'est aussi ça, c'est que... Apparemment, si t'as un enfant qui a compris que tes parents ont sacrifié leur rêve pour les leurs, ton projet, c'est de réaliser leur rêve. Et ça, non mais même si je rigolais sur le fait que ouais, mon père a voulu réaliser ses rêves, plus que de les sacrifier, tu vois. Mais néanmoins aujourd'hui, ben moi je paye sa dette en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je réalise le rêve de ma grand-mère en fait, tu vois, qui elle a sacrifié sa vie pour que mon père puisse lui vivre ses rêves. Et quand lui, il l'a pas, vu que lui, il n'a pas justement sacrifié sa vie pour sa mère et ses enfants, et ben c'est à moi, petit-fils, de le réaliser. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va payer l'addition. Donc tu as intérêt à te l'approprier, à faire le taf pour pas que la dette elle retombe, tu vois, aux générations suivantes. Parce que quand la dette retombe aux générations suivantes, elle est encore plus lourde, tu vois, et donc là elle devient encore plus problématique. Et des fois c'est ce qu'on peut avoir, tu vois, quand je vois des typeux et tout machin, quand des gens de nos âges ils ont pas fait le taf, et ben leur gamin c'est chaud, tu vois, c'est très chaud. Et du coup, et après ils s'étonnent que les petits ils sont sans complexe, ils s'en tapent et tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de faire notre taf, de payer nos dettes et pendant de notre vivant, pour pas que les générations qui vont suivre, eux, bah, elles se retrouvent avec une telle dette que les gars ils deviennent fous en fait, tu vois. Et, donc du coup c'est là où c'est important aussi d'avoir conscience de ça. Mes deux dernières questions, car il va falloir que nous y allions. Comment vous expliquez que dans les quartiers aujourd'hui, les populations étant changées? C'est-à-dire que concrètement, disons-nous les choses, aujourd'hui dans les quartiers, il y a beaucoup de Maliens, Soninké ou Bambara, et beaucoup de Congolais et d'Antillais, et surtout beaucoup de Maliens. Comment vous l'expliquez sociologiquement parlant, messieurs? Moi je peux parler pour le Mali, tu vois. Je peux parler pour le Congo.
Les Maliens, c'est simple, c'est qu'il y a un lien historique. La majorité des Maliens qui sont en France viennent de la région de Caille. La région de Caille, c'est une région qui est à l'ouest du Mali, à l'ouest de Bamako, dans le sud-ouest, et qui est à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal. Et c'est aussi la région où les Français ont été chercher les tirailleurs. Parce que c'était la partie du Mali la plus proche du Sénégal. Et donc tous les tirailleurs, on allait les chercher pour les ramener à Dakar se former. Donc autant aller dans l'ouest malien qui est que à l'est du Sénégal. Et donc moi dans mon village, j'ai mon cousin, son grand-père, c'était un tirailleur, etc. Et donc c'est par ces darons-là en fait, déjà que tous les gens de la région de Caille rencontrent la France. Et une fois que les autres ils ont fait la guerre, et que tu te rends compte que le gouvernement central ne soutient pas trop ta région, on a été la région la plus déterminée à venir en masse en Europe. Et de moi à Batili, en passant par Gassama, ils viennent tous de la région de Caille. Et en fait, c'est la région qui rapatrie le plus de capitaux au Mali. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très nombreux et qu'aujourd'hui, les Soniqués sont en train de tenir Bamako par les investissements aussi. Tu vois. Monsieur Bolewa, pour le Congo. Pour le Congo, pour nous, c'est simple. C'est-à-dire que pendant les années Mobutu, le Congo était très fermé, les gens essayaient de sortir, mais ceux qui arrivaient à sortir, ça a été souvent des gens qui étaient un peu blindés en fait. Tu vois. Et ces gens blindés allaient faire leurs études en Belgique, et donc du coup, depuis même la colonisation belge, la plupart des Congolais qui allaient en Belgique, c'était que des gens qui étaient instruits, qui avaient de l'argent. Et donc il y a eu beaucoup comme ça de Congolais qui sont hyper instruits et qui sont allés en Belgique et qui ont grandi là-bas et qui ont eu des enfants là-bas et tout. Et ce qui fait que les Congolais en Belgique sont souvent des gens très instruits et qui ont un fort taux d'intégration dans la population belge. Là, j'ai été encore jeudi, je suis allé faire du crossfit parce que c'est mon sport, et dans les vestiaires et dans la salle il y avait que des blancs, j'étais le seul noir, et dans les vestiaires j'étais le seul noir. Il y a un mec qui dit il y a ma femme qui revient ce week-end, et je vais encore le droit à avoir au riz, poulet, banane, plantain et tout. Et moi direct ça me met la puce à l'oreille, tu vois. Et après à un moment il me pose la question sur le Congo et tout, et là je comprends que sa femme elle est congolaise, tu vois, mais pour te dire vraiment il y a un fort taux d'intégration, et du coup mais par contre, en France, ceux qui sont arrivés en France sont arrivés après la chute du dictateur. Et eux, par contre, ne sont pas des gens qui sont blindés. Moi, j'ai encore un de mes oncles qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il est passé par Lampedusa. Et en fait, ce sont que des gens qui, du coup, il y a eu, à partir de la chute du dictateur, et encore pire, quand Laurent Désiré Kabila est décédé, donc Kabila le père, quand il a été tué, là, ça a encore plus ouvert les vannes, dans le sens où les gens ont vu qu'avec le fils, ça allait être trop n'importe quoi. La preuve, en 10 ans, rien ne s'est passé. Et donc, ils ont fui le Congo, vraiment de manière dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire qu'avant, ils prenaient des charters, ils faisaient des faux papiers et tout. Là, carrément, ils ont vraiment décidé de prendre les routes des immigrés, tu vois. Et donc, il y a eu un énorme sortie, mais pas pour aller chez les Belges, parce que chez les Belges, les Congolais qui y sont étaient des Congolais hautains, qui étaient trop intégrés. Et donc, pour aller où en France, vu qu'ils parlent le français, et qu'au final, il y a bien plus d'opportunités à être en France qu'à être en Belgique, avec tous ces Congolais déjà très, très incrustés. Il y a plein de députés, il y a des députés, il y a des, tu vois, alors qu'en France, un député noir, ça devient, c'est quelque chose de, tu vois. Donc ouais, ces 10 dernières années, il y a eu une vague, mais énorme, de Congolais qui sont arrivés à cause de la présence de Joseph Kabila, parce que, mais des Congolais qui sont hyper pauvres, qui viennent. Et puis il faut savoir qu'au Congo, c'est sur ces 10 dernières années, il y a eu 1,3 million de populations qui sont déplacées de l'est à l'ouest. Ça fait que
imagine 1,3 million, c'est une des plus grandes vagues de population qui a pu avoir, à part chez les Chinois, parce que les Chinois ils ont des tsunamis et tout ça, donc eux c'est par cause naturelle, nous c'est par cause de guerre. Donc après ils viennent et ils s'entassent où? Ils s'entassent à Kinshasa. Donc ça fait que il y a encore moins d'opportunités, et donc ceux qui ont les possibilités fuient, et donc ça fait un appel d'air comme ça. Pour finir, M. Bala, on sait que dans ton parcours, à un moment donné, tu as voulu faire des sciences politiques, c'est ça? Ou t'en as fait? Oui, j'ai fait un master en Tu as fait un master en communication politique, c'est ça. Monsieur Boléwa, à un moment donné, tu t'es carrément investi dans un parti politique. Mais j'ai fait aussi un master en Voilà, tu as fait aussi un master en sciences politiques. Aussi. N'êtes-vous pas des hommes politiques refoulés? Au fond de vous. Nos vies sont politiques. Être noir, c'est politique. Tout simplement. Tout ce que je fais, tout ce qu'on fait, c'est politique. L'interview est politique. Le fait qu'on présente ce livre est politique. Le livre est politique. Nos vies sont politiques. Bibliothèse, c'est politique. Disons-nous les choses, c'est politique. En effet. Donc, on est politique. Merci à vous. Merci à toi. Merci.